Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour notre traditionnel café du dimanche pour faire un tour des actualités économiques et boursières qui ont eu lieu cette semaine. Donc avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind du Cash, mettre des likes s'il vous plaît, pour moi c'est très important pour ces vidéos gratuites, et bien évidemment partager cette vidéo si vous avez des amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance en général. Je vous rappelle que hier j'ai publié une vidéo de présentation du club Option Invest que j'ai enfin lancé, ça y est, donc c'était mon projet de l'année 2021 où je fais une petite formation et en gros ça sera le club qui va évoluer avec le temps, où je vais publier toutes mes positions sur les marchés optionnels. Donc il y en a pas mal de personnes qui sont déjà inscrites. Je vous rappelle que j'ouvre uniquement 100 places. Ça, c'est l'offre de lancement qu'aujourd'hui je propose parce que malheureusement, avec mes limites de temps, je ne pourrai pas accompagner plus de personnes à ce stade. Donc si vous êtes intéressé, dépêchez-vous. C'est pas pour mettre la pression parce qu'après, je vais fermer cette offre et on va rester pour l'instant avec 100 premières personnes pour éventuellement voir comment ça se passe, quels sont des points à améliorer, donc éventuellement. Et en tout cas, ce club, juste pour vous dire que ce club va se développer, donc ça ne sera pas juste une formation, ça sera un espace qui est dédié aux investissements en utilisant les options et où on va faire systématiquement des différents séminaires, discussions qui sont liées autour d'investissement avec ces produits. Je ne vais pas parler de ce club dans toutes les vidéos Mind du Cash, je le répète aujourd'hui uniquement parce que ça s'est ouvert hier et donc il y a eu pas mal de personnes qui sont déjà inscrites, donc justement si vous êtes intéressés, n'oubliez pas. Voilà, donc dans cette vidéo au menu, on va parler évidemment de la BCE, on va parler de la prochaine réunion de la Fed qui aura lieu la semaine prochaine, qui est très importante, qui d'ailleurs pour moi devra nous clarifier le chemin des marchés, le chemin que vont les marchés emprunter dans les semaines à venir. C'est vraiment extrêmement important comment la Fed va commenter toutes ces statistiques que je vous ai déjà présentées systématiquement dans les vidéos de Café de Dimanche, également sur la chaîne Telegram. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que la chaîne Telegram gratuite qui est ouverte, que vous pouvez rejoindre également. Cette semaine, on a eu la BCE, donc on va décortiquer leur discours de Christine Lagarde, quels sont les messages qu'elle nous a passés. Ensuite, on va regarder évidemment les marchés et à la fin de cette vidéo, je vais parler des idées d'investissement. Donc, vous voyez, j'adapte un tout petit peu le format parce que j'aimerais bien que les vidéos Café Dimanche deviennent quelque part la vidéo principale de la chaîne où je vais parler un peu de tout, de la macro, de la technique, mais aussi des idées d'investissement. Aujourd'hui, ça va être intéressant parce que j'ai déniché un secteur que je trouve sous-valorisé. Vous voyez, vous imaginez, ça existe encore, les secteurs sous-valorisés. Et je voudrais vous présenter quelques idées dans ce secteur. Évidemment, on va faire un tour rapide sur les actions chinoises parce que vous posez souvent des questions sur la chaîne Telegram, pourquoi les actions chinoises baissent. Et les actions chinoises, elles m'intéressent également. Donc là, je n'ai déjà parlé, je pense, dans les précédentes vidéos. Donc voilà, donc ça, ce sont les sujets pour aujourd'hui. Mais traditionnellement, je vais commencer par le tableau de bord que nous regardons toutes les semaines presque. Et les marchés américains ont à nouveau tapé dans les plus hauts historiques, donc c'était difficile à croire ce lundi, parce que lundi c'était vraiment la chute libre des marchés financiers, donc c'était quand même assez impressionnant, et les marchés ont rebondi aussitôt, donc les prochaines séances ont été très très haussières. Nous avons finalement terminé la semaine à plus 2% presque sur S&P 500 et presque à 3% plus sur Nasdaq 100. Je fais pas mal de commentaires par rapport à cette baisse, ce rebond violent des marchés sur la chaîne Telegram. Pour moi, il y a quand même une alerte. Il y a quand même une alerte qui s'est passée cette semaine, c'est que les marchés aujourd'hui sont très très prêts pour prendre les profits. Donc on voit que dès qu'il y a un moindre signal pour prendre les profits, ça peut être un signal technique, ça peut être un signal fondamental qui va déclencher ensuite les signaux techniques, tout de suite tout le monde se met à vendre. Après, effectivement, les gens se rachètent aussitôt. Il y a évidemment beaucoup d'automates qui gèrent ces marchés. Le marché devient un petit peu estival. Donc, comme je vous ai précisé que pendant cette période, la liquidité va diminuer, même si ça va rester évidemment les marchés liquides. On ne peut pas parler des marchés illiquides pendant le mois d'août. Mais dans tous les cas, c'est un marché quand même assez particulier et qui peut être
sensible à des choses qui n'ont pas d'habitude beaucoup d'importance pour les marchés en temps normal. Donc il faut quand même faire 2 fois plus de vigilance quand nous sommes pendant des périodes particulières comme ça. Et en tout cas, on doit constater que la nervosité sur le marché, elle existe. Même si l'indice VIX elle est retombé assez plus bas, donc elle s'est rapprochée à nouveau assez plus bas, peut-être pas historique, mais en tout cas les plus bas de reste des mois derniers. Mais encore une fois, je vous répète que l'indice VIX, qui représente quelque part la nervosité des marchés, et d'ailleurs qui est calculé avec des options, il représente uniquement la volatilité implicite. Ce n'est pas un indicateur avancé, il constate qu'aujourd'hui la nervosité est telle, mais on a vu que le lundi, il a littéralement explosé. En intraday, plus de 30%, donc c'était vraiment énorme. Je pensais effectivement que mon scénario baissier commence à se réaliser, mais j'ai été quand même assez méfiant parce que ce mouvement devait être confirmé par plusieurs séances de baisse. Ce qui était assez intéressant, que le lundi, c'était la 3e séance baissière, donc c'est quand même de point de vue technique, c'était assez alarmant, mais en tout cas, cette baisse ne s'est pas confirmée pour le moment. Est-ce que ça remet en cause mon scénario de baisse? Là, je vais vous répéter le timeline que j'ai montré dans les vidéos précédentes. Donc je vous disais que moi j'attends une forte correction des marchés en juillet-août. Là on s'approche de la fin du mois de juillet, donc les marchés ne me laissent pas beaucoup de temps pour que mon scénario se réalise. Et est-ce que cet événement, ce rebond violent de cette semaine après la chute, remet en cause mes prévisions? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non, parce que je vous dis tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, avec une telle nervosité des marchés, cette correction peut se réaliser en quelques jours, voire en quelques heures. Franchement, quand j'ai regardé la séance de lundi, j'étais tellement impressionné par la rapidité, comment l'humeur change sur les marchés financiers, surtout si on regarde l'indice VIX, justement, parce que c'est lui qui représente l'humeur des marchés. J'étais quand même assez choqué, je n'hésite pas d'utiliser les mots aussi forts, que le marché change d'humeur dans quelques heures littéralement. Donc c'est quand même assez impressionnant, et donc tout est possible encore jusqu'à fin du mois d'août. Il suffit d'une moindre mauvaise nouvelle, ou en tout cas une bonne nouvelle qui va être mal prise par les marchés pour que les marchés chutent. Un autre élément que moi je trouve extrêmement important, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui la Réserve fédérale et en général les banques centrales importantes, elles ont peur de cette correction. Pourquoi elles ont peur de cette correction? Parce que tout simplement, ils peuvent ne pas avoir les moyens de l'arrêter. Donc si les marchés commencent à baisser, ils n'ont pas beaucoup d'instruments aujourd'hui pour stimuler le marché et pour remettre en gros les choses en ordre. Donc c'est pour ça que je pense que les banques centrales vont jusqu'à la fin estimer de dumper les marchés pour que même une petite correction ne se produise pas. Donc probablement mon scénario ne va pas se réaliser. Donc, comme je vous dis toujours, toutes mes prévisions, c'est purement théorique, c'est un roadmap pour moi, que je dessine pour moi-même. Actuellement, je n'ai pas de position vendeuse, je ne shorte pas évidemment ces marchés, et je ne conseille à personne de le faire, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'un élément qui pourrait déclencher une forte chute. C'est pour ça que je suis sorti du marché, mais je ne le shorte pas, parce que j'aimerais bien juste avoir un petit peu plus de visibilité, notamment de la Réserve fédérale. Mais en tout cas, évidemment, je n'ai aucune position spéculative à la baisse par rapport à ces marchés. Donc toutes ces prévisions, pour moi, elles restent théoriques. Effectivement, je perds en quelque sorte par rapport à ce que je pourrais gagner si je restais dans le marché. Mais pour moi, dans les conditions actuelles, pour moi, il est très difficile à justifier le positionnement d'un investisseur. Parce que moi, personnellement, je ne comprends pas ce marché. Je ne comprends pas comment, dans les conditions actuelles, nous pouvons monter. Parce que les moyens de la régulation monétaire pour la Fed et pour la BCE sont limités. Maintenant, ils ne pourront plus faire grand-chose. Ensuite, il y a le variant Delta qui quand même se propage énormément. Donc le Covid est largement retourné sur le devant de la scène économique. On parle déjà de nouvelles restrictions. Certains pays se referment. Donc on n'est pas du tout sorti de cette affaire. Donc c'est ce que je vous disais tout le temps depuis le début de l'année, même pendant la période la plus, on va dire, positive de point de vue Covid, quand tout le monde disait que là, ça y est, c'est fini. Donc là, je ne cesse pas de vous répéter que non, ce n'est pas encore fini. Il y a encore d'autres souches de ce virus qui circulent dans le monde, et l'efficacité des vaccins, a priori, en fait, elle est confirmée par les producteurs des vaccins, mais évidemment, les producteurs des vaccins, ce n'est pas les personnes les plus désintéressées dans cette affaire. Donc, encore une fois, je ne parle pas de la théorie de complot, je ne dis pas qu'ils mentent, mais en tout cas, ce n'est pas les personnes qui vont mettre en avance en premier les faiblesses de tel ou tel vaccin. Donc pour moi, les risques sanitaires restent, les risques de refermeture des économies restent, même si, évidemment, ce n'est pas le discours politique pour le moment. Mais on sait parfaitement comment le discours politique peut changer rapidement. Donc tout peut se passer. Donc effectivement, moi, je me suis fixé sur les dates juillet-août. Aurais-je raison ou pas?
peu importe, en tout cas je n'ai pas de position, je ne perds pas de l'argent par rapport à ça, et on va voir qu'est-ce que le mois d'août va nous donner. Et l'événement le plus important de cette semaine, c'était le discours de la Banque Centrale Européenne, donc de notre chère Christine Lagarde. Et ce discours, il était assez intéressant parce que juste avant ce discours, ils ont quelque part relevé ou presque abandonné leur target de 2% pour l'inflation. En gros, le message était assez clair. Donc maintenant, pour eux, vraiment, le respect de cet objectif de l'inflation ne devient pas vraiment un vrai objectif qui est la priorité pour la Banque Centrale Européenne. Tout le discours de Christine Lagarde cette semaine était dans ce sens, donc on va préserver la politique accommodante le plus long possible. Elle a évoqué le virus Delta, elle a utilisé ce variant comme la prétexte pour maintenir la liquidité dans le système. Donc en gros, il y avait tout sauf surprise. Donc là, Christine Lagarde, elle a réussi son discours, hein, comme ça arrive souvent avec les banques centrales. Pour la Banque Centrale Européenne, on a une visibilité parfaite. Et d'ailleurs, je me félicite pour la première fois, je reviens sur mon timeline, où je vous ai dit que je m'attends rien pour toute l'année de la part de la Banque Centrale Européenne. Vous voyez, donc la ligne verte, ça signifie quoi? Dans mon timeline, ça signifie que je ne m'attends aucune réaction, aucune action de la Banque Centrale Européenne cette année. Donc ça, c'est exactement ce qui est confirmé par la Christine Lagarde cette semaine. Donc ils vont rien changer, ils vont maintenir le plus long possible les taux faibles et ils vont continuer à stimuler l'économie. Donc en tout cas, cette ligne 9 sur mon timeline aujourd'hui, elle était confirmée. Donc après, est-ce que la correction sera confirmée ou pas? Ça, c'est autre chose. Ça, probablement, on le saura la semaine prochaine quand Jerome Powell va parler. Je ne pense pas que ça va faire chuter les marchés. Là, je vous donne quelques idées maintenant par rapport à mes attentes de la réunion de la Réserve fédérale. Je pense que lui, il va reprendre le discours qui est similaire à celui de Christine Lagarde. Il va évoquer forcément le variant Delta parce qu'il y a un problème aux États-Unis, donc il ne pourra pas l'ignorer. Et je pense que ce problème va être utilisé comme une nouvelle prétexte pour ne pas arrêter les quantitative easing. Ça peut être positivement pris par le marché, ça peut faire continuer la hausse, malgré les indicateurs inflationnistes catastrophiques qui sont en train d'être publiés. Là, on va en parler tout à l'heure un petit peu plus, parce que côté immobilier, maintenant, il y a un problème, donc ça, c'est déjà un autre niveau, on va dire, des problèmes économiques auxquels nous sommes en train de faire face. Jérôme Powell, il va continuer à jouer l'autruche, il va dire en sorte que tout ça, c'est temporaire, donc ça, temporaire, mais on ne sait pas combien ça va durer, et il va essayer de garder la politique monétaire accommodante aussi le plus long possible. Donc, je ne sais pas comment ça va être pris par les marchés, honnêtement, parce que les marchés commencent déjà en quelque sorte se préparer, avec l'aide de la Réserve fédérale, des différents gouverneurs régionaux de la Réserve fédérale, à la fin de quantitative easing. Je ne sais pas s'ils annoncent maintenant que ça s'est encore repoussé pour une période indéterminée, si ça va être bien pris par le marché. Mais probablement. Donc c'est vraiment très difficile maintenant d'anticiper ce que le marché pense, parce que les bourses, les intervenants sur les marchés financiers sont en train d'arbitrer entre des différents éléments contradictoires. Donc d'un côté il y a l'inflation, de l'autre côté il y a la Fed que ne la reconnaît pas, il dit que c'est du temporaire, de l'autre côté on a des risques sanitaires, on a des risques encore une fois des refermetures des économies, on a la pénurie sur pas mal des produits pour la construction, les coûts de construction, les coûts de production pour pas mal d'entreprises sont en train d'augmenter. D'ailleurs, je vous lance une question. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la bourse, comme moi d'ailleurs, donc là je me suis intéressé il y a beaucoup d'années à la crise de 1929. Je ne fais pas du Armageddon, encore une fois, tout de suite, parce que quand on commence à parler de 1929, tout de suite on passe dans la catégorie de ceux qui annoncent les cracks mondiaux. En fait, ce qui est intéressant, que la crise de 1929, c'était un résultat d'une surproduction dans l'économie. Donc ça veut dire qu'il était surchauffé l'économie dans les années 20 aux États-Unis. Elle était stimulée également non seulement par les banques centrales, parce qu'à l'époque le système monétaire était très différent par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, mais en revanche les phénomènes étaient assez intéressants, ils étaient assez similaires à ce que nous vivons aujourd'hui après la réouverture du Covid. C'est une idée qui a traversé mon esprit cette semaine, c'est que maintenant nous vivons vraiment une situation très très similaire, parce que les gens consomment énormément comme dans les années 20. En fait, l'immobilier monte comme dans les années 20. Tout le monde aime la bourse, tout le monde investit dans la bourse. Si tu n'es pas en bourse, tu es vraiment nul, loser, etc. Donc, c'est comme dans les années 20. Est-ce que ça peut terminer comme en 1929? C'est une question difficile. Pourquoi? Parce que
Évidemment, en 1929, nous avions un étalon d'or. Donc les banques centrales ne pouvaient pas imprimer de l'argent comme ils peuvent le faire aujourd'hui. Donc du coup, forcément, le système ne fonctionnait pas de même manière. Et donc du coup, évidemment, le système, pas que du point de vue des étalons d'or, a évolué énormément depuis cet événement boursier, peut-être le plus connu de l'histoire financière. Est-ce que, selon vous, dites-moi ça dans les commentaires, vous pensez qu'on peut comparer la situation actuelle, la surchauffe de l'économie après la réouverture des post-Covid, avec la surchauffe de l'économie des années 20 aux États-Unis? D'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment experts dans l'histoire boursière, il n'y a pas de consensus pour les économistes sur des raisons exactes de la crise de la Grande Dépression aux États-Unis. Donc, en fait, l'opinion mainstream, c'est que c'était le résultat de la surchauffe économique des années 20, mais ça, c'est une opinion mainstream. Évidemment, il y a d'autres avis, il y a d'autres personnes qui disent que, en fait, en réalité, les raisons n'étaient pas les mêmes. Moi, je vous ai présenté, on va dire, l'argument officiel, mais peut-être vous avez d'autres arguments. Je serais ravi de partager avec vous dans les commentaires à cette vidéo. Voilà. Ce qui va être assez intéressant d'observer également la semaine prochaine, c'est si la Fed commence à parler de la réduction de quantitative easing. Dans ce cas-là, ça va créer une espèce d'une divergence entre les deux banques centrales principales au monde. C'est-à-dire que la Banque centrale européenne, elle va continuer sa politique monétaire très accommodante, et la Réserve fédérale, elle va retirer progressivement les stimulus de l'économie. Ça correspond exactement à mon timeline. Vous regardez, c'est quand même assez sympa ce que je dessinais ici, que je vous disais que à partir de juillet-août, on va observer la divergence dans le discours entre les deux banques centrales principales. Donc ça, c'est probablement ce qui va se passer. Après, est-ce que ça va triggerer encore une fois concrètement la chute boursière? Bon, pas la chute, la correction boursière. Donc ça, c'est la question que je ne peux pas répondre aujourd'hui. Moi, je dis que oui, je continue à dire que oui, mais effectivement, le marché, pour l'instant, ne me donne pas raison. Et juste pour que cette image soit complète, je voudrais vous rappeler que nous avons déjà vécu ce type de situation. Il y a en 2018, si ma mémoire est bonne, quand effectivement la Réserve fédérale a commencé à retirer l'aide exceptionnelle à l'économie avant la BCE. Donc là, à l'époque, c'était Mario Draghi qui était à la tête de BCE. Mario Draghi ne faisait qu'injecter de l'argent tout au long de son mandat. Et Jerome Powell, pendant Donald Trump, encore à l'époque, elle a commencé à retirer progressivement les QI, ensuite même monter les taux. Elle a tenté, et par contre, il a mis à plat toute l'économie en fin de l'année 2018. Et là, on a vécu justement une crise qu'on pourrait vivre un jour, éventuellement, quand ces stimulus s'arrêtent. Donc voilà, ça, c'est assez intéressant comme situation qui se présente. On risque de vivre, à mon avis, effectivement quelque chose qui est similaire à la fin de 2018. Et est-ce que ça va se traduire dans une correction, crise, chute boursière, etc., etc. D'ailleurs, je voudrais juste vous rappeler un point qui je trouve assez important. Pourquoi je pense qu'il y aura une correction, mais il n'y aura pas d'une chute boursière? Tout simplement parce que je vous ai avancé tous les arguments, l'inflation, Covid, etc., etc. Il n'y aura pas de chute boursière, à mon avis, parce que tous ces arguments, je les ai entre les mains. Donc, si moi je les ai, cela veut dire que tout le monde, tous les participants, tous les acteurs économiques les ont également, beaucoup plus d'arguments que moi. Et les crises ne se passent jamais à cause des événements qui sont connus en avance. Donc les crises se passent toujours quand il y a quelque chose d'inattendu. Parce qu'évidemment, si on connaît qu'il y a un problème de l'inflation, si on connaît qu'il y a un problème de delta variant, il y a tout un tas de problèmes dans le monde, on saura s'y préparer. Donc cela veut dire qu'on pourra amorcer en quelque sorte les effets négatifs de tous ces phénomènes et on va transformer la potentielle crise économique dans une micro-correction ou même dans une hausse boursière comme on a vu les dernières années. Donc cela veut dire que il ne faut pas s'attendre à la crise parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas d'un événement majeur, spontané, voilà, c'est ça le mot principal, spontané, qui pourrait se produire jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est-à-dire pour moi, s'il y aura une baisse des marchés, ça sera une correction qu'il faudra racheter et ça ne sera pas une chute boursière. Vous allez me dire qu'on a vu cet événement pourrait être une propagation de Delta variant, que les vaccins ne soient pas efficaces contre cette souche de Covid.
C'est vrai, mais n'oubliez pas que les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre parce qu'aujourd'hui, les marchés savent comment ça se passe, comment l'économie fonctionne, comment l'économie tourne pendant la fermeture, pendant les confinements. On sait qu'il y aura plus des stimulus, on sait qu'il y aura plus des aides aux entreprises ou aux particuliers éventuellement. On parle maintenant de hélicoptère monnaie, on parle déjà de nouveaux paradigmes monétaires mondiaux. On abandonne progressivement tous les limites des déficits, tous les targets en termes d'inflation. Donc, en fait, on a abandonné toutes les normes de la gestion monétaire que nous avons vécues ces dernières décennies. Et ça peut, quelque part, ces pratiques pourraient tout simplement se banaliser si jamais on sera amené à vivre une nouvelle crise sanitaire, ce qui est évidemment tout à fait probable. Mais ça ne va pas nécessairement provoquer une chute boursière comme nous avons vécu en mars 2020, avril 2020. C'est juste un point très important à comprendre que les crises, les véritables crises, se passent quand on ne les attend pas. Donc si moi j'arrive à le prévoir, donc cela veut dire qu'il n'y aura pas. Donc cela veut dire qu'il y a déjà suffisamment d'arguments connus en avance pourquoi elle pourrait se produire. Et ça, c'est la raison, justement, c'est paradoxal, je sais, mais c'est la raison pourquoi il n'y aura pas justement de crise. Donc du coup, là, je parle de la correction, je ne parle pas d'une crise, d'une chute boursière, etc. etc. Peut-être un jour, mais ça fait déjà des débats un peu plus plutôt philosophiques que économiques ou boursières. Donc là, j'étais encore très très bavard, désolé. Et il y a un autre sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la hausse phénoménale des prix immobiliers aux États-Unis. En fait, la demande énorme pour l'achat des maisons, des appartements aux États-Unis. Ça me fait rappeler malheureusement la crise de subprimes. Donc vous voyez, donc je vous ai déjà parlé de la crise 2029. Juste pour rajouter, je vais encore parler de la crise des subprimes parce que la Fed aujourd'hui, elle rachète tous les mois pour 80 milliards de la dette. Donc dans le cadre de ces programmes de QE, de quantitative easing, et ils achètent encore en plus 40 milliards de MBS. Donc qu'est-ce que c'est les MBS? C'était Mortgage Backed Securities, des dettes immobilières titrisées. En fait, dans la vidéo des REITs, en fait, que je crois que c'était le mois dernier, quand j'ai acheté dans le portefeuille rentier une foncière cotée qui investissait justement dans les titres adossés à l'immobilier, c'était justement, je vous ai expliqué ce principe de titrisation des dettes immobilières. Là, je vous invite de revoir probablement cette vidéo si vous n'avez pas encore vu. Mais qu'en gros, aux États-Unis, ils titrisent en fait quelque part les dettes des particuliers et après ils les vendent au marché financier. C'est comme ça que d'ailleurs la crise des subprimes s'est déclenchée parce que bon, après il y a eu des montages, des bidouillages autour de tous ces instruments. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, nous sommes en train de vivre un scénario où les prix de l'immobilier explosent. D'ailleurs, pas que aux États-Unis, en France. Là, je me sens sur ma peau là aujourd'hui parce que moi, comme vous savez, je veux acheter aussi un bien immobilier. Et là, c'est en fait c'est super difficile déjà à trouver. Donc l'offre elle est très limitée. Ensuite, évidemment, la demande elle augmente parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reporté le projet, comme moi d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. Et effectivement, ensuite, ça fait monter évidemment les prix. Et ça peut créer encore des corrélations dans ce système financier. Et je vous rappelle que l'immobilier, c'est vraiment le pilier important de notre système financier parce que c'est là où il y a les plus gros montants et c'est là où il y a vraiment les concentrations des risques financiers les plus significatifs, on va dire comme ça. Voilà, donc ça, c'est un point qu'il faudrait prendre en compte éventuellement, surtout d'ailleurs si vous investissez dans les entreprises qui sont dans le secteur immobilier, dans le secteur de construction. Ces entreprises, bon, après, ça dépend des secteurs, mais ces entreprises peuvent être assez risquées en ce moment, selon moi. Ce n'est pas nécessairement les REITs qui font les locations, mais en tout cas les entreprises qui font la construction parce qu'ils font face également à l'augmentation significative des coûts et donc la baisse significative des rentabilités de ces entreprises. Donc faites beaucoup attention, par exemple, si vous investissez dans ce type d'entreprises qui sont vraiment dans le secteur de la construction aujourd'hui. Effectivement, la demande est là. Mais en tout cas, ils font face à des risques qui ne sont pas été forecastés par leur management dans les précédents exercices. Donc voilà, donc ça c'est juste un petit point que je voulais vous remonter comme un risque. Donc aujourd'hui, on a vraiment un cocktail de tout. On a les banques centrales qui ont épuisé toutes les cartouches possibles et impossibles. On a l'inflation, on a le Covid qui revient, on a les prix de l'immobilier qui augmentent et qui remettent en cause, en fait, qui rajoutent du risque dans le système financier.
Le pouvoir d'achat n'a pas nécessairement monté. Bon, effectivement, ils ont offert de l'argent aux Américains avec leur chèque de 1400 $. Ça n'a pas été pratiqué en Europe, mais dans tous les cas, si on prend le calcul, on va dire 100 de pouvoir d'achat, il n'a pas tellement augmenté. Donc, ça veut dire qu'on a tout augmenté sauf le pouvoir d'achat. Donc, je pense que c'est déjà une raison pour se poser des questions. Est-ce que nous vivons quelque chose de cohérent? Est-ce que nous sommes dans la situation saine de point de vue économique? Donc ça, chacun fait ses conclusions. Ça, c'est le débat macroéconomique. Ça ne va pas nécessairement dire que si vous dites que non, c'est très mauvais, comme moi je pense d'ailleurs, mais ça ne va pas nécessairement dire que les marchés vont chuter parce que les marchés sont stimulés, notamment le marché de dette est complètement administré, mais ça se répercute aussi sur d'autres marchés qui restent quand même assez stimulés par les différentes banques centrales et les différents programmes de quantitative easing. Voilà, je reviens rapidement sur mon tableau de bord. Je vais parler du pétrole. Le pétrole, il a fait une chute gigantesque. Ce sont des chutes je crois qu'à 5 standards déviations sur une journée de lundi. Donc là, on a perdu jusqu'à 10%, je crois, au moment où il perdait. Donc c'est exactement ce que je vous disais dans les précédentes vidéos. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont critiqué. Tout le monde disait que, bon, pas tout le monde, mais certains qui disaient que le pétrole ne va pas chuter parce que les économies se rouvrent. Pour moi, le pétrole, encore une fois, il y a une énorme part spéculative. Donc je suis de près ce marché et je vous dis que c'est un marché quand même assez compliqué. Donc on ne peut pas utiliser uniquement le raisonnement fondamental pour estimer le prix de pétrole. Même s'il vous semble que l'économie reparte et du coup il y aura plus de demande de pétrole, il y a plusieurs phénomènes qui affectent ces prix. Donc c'est OPEP+, évidemment, parce que ce sont les prix administrés, un peu comme le marché de dette aux États-Unis, et pas que aux États-Unis d'ailleurs. Mais il y en a aussi l'offre et la demande, bien évidemment, mais surtout, et encore, c'est la part spéculative, c'est les hedge funds, les investisseurs qui achètent les futurs. Le pétrole papier, la part de pétrole papier sur ce marché, elle est juste énorme et elle est sensible à toutes les vents contraires de la macro, donc ce qu'on appelle global macro. Donc si le global macro se détériore, tout de suite le pétrole est vendu. Et premièrement, ce sont les hedge funds qui vendent les futurs, les positions spéculatives sur le pétrole. C'est pour ça que je vous disais que pour moi, on n'aura jamais atteint de 80 $. Donc, et on va même pas s'approcher. C'est exactement comme ça s'est passé. Donc je disais qu'on va peut-être probablement à partir de 78, on va rechuter. Je pensais qu'on allait rechuter vers 70. Là, on a cassé les 70. On est peut-être allé jusqu'à 69, même sur le Brent. Et ensuite, mon scénario était le retour technique, encore une fois, vers les 78. Bon, mais après la cassure de 70, je pense qu'on va se limiter par les 75. Deux points de vue techniques, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais je ne pense pas que dans la situation actuelle, on ira au-delà de 75. Donc pour moi, ça reste vraiment la zone rouge, 75-78 pour le pétrole. Après, pour ceux qui le short, je ne le recommande pas parce qu'encore une fois, c'est un produit très très risqué. Donc il est sensible aussi à la géopolitique, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, même si c'est moins le cas aujourd'hui. Avant, c'était vraiment produit parfait pour spéculer sur la géopolitique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus délicat. Mais dans tous les cas, nous sommes toujours près des extrêmes sur les prix de pétrole. Je ne crois pas au pétrole au-delà de 80 ans, comme certains prédisent. Peut-être j'aurais tort, peut-être pas. Dans tous les cas, pour l'instant, mon scénario s'est confirmé. Donc là, le pétrole a chuté. Et là, il est en train de rebondir techniquement vers des niveaux pour ensuite rechuter vers les 60. En tout cas, ça, c'est mon scénario que je m'en tiens. Pour le BTC d'ailleurs aussi, c'était un peu le même discours. Je vous disais que ça un jour, ça va casser les 30 000. Il a cassé 30 000 le lundi et le mardi. Donc par contre, il a repris fortement parce qu'il y a eu encore des commentaires positifs de la part de notre Elon Musk qui essaie de manipuler ce marché de crypto assez régulièrement. Il avait Cathy Woods encore qui parlait du Bitcoin. Donc je ne comprends pas en fait. Je me demande s'il ne faut pas retirer cet actif de mon tableau de bord parce que ils disent tout le contraire. Aujourd'hui, ils disent que non, c'est n'importe quoi, c'est des scams. Après, ils disent que là c'est le futur. Certains pays essaient de l'interdire. Certains, pourtant, parfois on dit que c'est vraiment une alternative à la monnaie. Bref, chacun a son avis. Je ne veux pas trop rentrer dans le débat. Je n'ai pas de Bitcoin, j'ai presque pas de crypto. Donc là, ça fait un moment que je l'ai vendu, vous savez quand. J'ai enregistré une vidéo qui était consacrée à la vente de mes cryptos. Je pense que je l'ai vendu très très bien. Donc je l'ai vendu autour de 55 000. Quand Bitcoin était autour de 55 000. Donc ça, c'est pas le plus haut, mais c'était relativement haut. Moi, je suis très content de ces performances. Voilà. Donc ensuite, au niveau des taux d'intérêt, les taux d'intérêt ont chuté depuis. Donc là, on est loin des plus hauts de cette année. Donc je parle des taux américains, bien évidemment.
Donc, ce qui est important à dire, c'est que le marché de dette ne voit pas l'inflation. Donc ça, c'est quand même une paradoxe que je trouve sur les marchés aujourd'hui, qu'il n'y a aucune prime, elle est même négative, cette prime implicite que le marché nous propose aujourd'hui par rapport à l'inflation. Donc en fait, c'est quoi cette prime implicite? Ça veut dire que, par exemple, quand vous voyez un taux sur les marchés, par exemple une obligation américaine qui est cotée à 1,5% de rendement, quelque part, et ça tient compte de l'inflation. Évidemment, si l'inflation est à 10%, ça veut dire que la prime elle est négative, parce que en gros, le taux réel il est dans le territoire négatif. Aujourd'hui, nous voyons ce phénomène. Donc l'inflation, elle frôle les plus hauts des derniers 20 ans, et en même temps, les taux à 10 ans américains restent à des niveaux relativement faibles. Donc aujourd'hui, le marché de dette ne price aucune inflation. Mais je vous répète encore et encore que le marché de dette américain, il est administré. Donc, cette valeur que vous voyez sur votre écran de la dette américaine, elle ne signifie rien, elle ne transmet aucune information financière utile. C'est juste le taux que la Fed s'est fixé pour elle-même. Voilà, donc ça, en gros, c'est ça qui est très important à prendre en compte quand nous parlons de la dette américaine. Voilà, donc maintenant, je vais passer sur la deuxième partie de cette vidéo. Je voulais vous parler des différentes idées d'investissement. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un secteur que moi, je trouve sous-valorisé. Donc ça, c'est vraiment super rare de nos jours, de trouver un secteur où il y a des opportunités. Et pour moi, c'est un secteur des biotech qui font des recherches dans des médicaments contre le cancer. Notamment, je parle de la technologie qui s'appelle CAR-T. Bon, après, je vais rentrer dans les domaines où je ne suis pas forcément spécialiste, parce que c'est vrai que j'ai commencé à lire un peu les articles. Ça dépasse un peu mes compétences, et surtout au niveau de la linguistique. Après, il y a des termes que j'ai du mal à comprendre, quelle que soit la langue. Donc là, en fait, d'après ce que j'ai compris, en fait, cette technologie de CAR-T, elle est divisée en gros en deux grandes directions. La première direction, c'est le traitement autologue. Donc, corrigez-moi si je me trompe, je suis vraiment pas sûr de bien prononcer les termes médicaux. En gros, c'est quand on prend les cellules d'une personne qui est déjà malade. Et ensuite, la deuxième direction, c'est le traitement allogénique. On utilise les cellules d'une personne qui est en bonne santé. Donc après, je suis très très débutant dans ces domaines, donc corrigez-moi si je me trompe, je risque de dire des bêtises, mais en tout cas, il y a ces deux grands axes de développement des recherches des traitements contre le cancer. Donc en fait, le premier axe, on utilise les traitements autologues, il est déjà assez utilisé, il y a déjà des grands médicaments qui ont été rachetés par des grandes pharma comme Novartis et Gilead. En fait, ça, c'est les deux grandes entreprises qui ont de ces axes de développement des médicaments contre le cancer. Et en revanche, le deuxième axe allogénique, c'est celui qui fait partie des recherches des sociétés de biotech. Il y en a une des sociétés qui m'intéresse en particulier, et qui est justement spécialisé sur ces recherches allogéniques, s'appelle Allogene Therapeutics. Donc après, bon, comme le nom l'indique, c'est déjà assez clair de quoi elle s'occupe. Je crois que je n'ai déjà parlé de cette entreprise, et cette entreprise se trouve presque sur ses plus bas. Donc là, si vous regardez les graphiques... Donc là, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur l'analyse technique aujourd'hui, mais en tout cas, elle est au plus bas depuis de janvier 2020. Donc vous voyez, donc c'est vraiment très très bas. Comme tout le secteur d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais c'est tout le secteur de recherche des médicaments contre le cancer aujourd'hui, il est abandonné par les investisseurs. Donc après, peut-être il y a une raison, mais en tout cas, moi, je ne la vois pas. Et pourquoi je m'intéresse à Allogene Therapeutics? C'est justement parce que les fondateurs de cette entreprise, ce sont ceux qui ont travaillé auparavant sur l'autre direction des recherches, et le résultat de leurs recherches, ils ont vendu à la société Gilead. Donc aujourd'hui, c'est Gilead qui a acheté le résultat de travail de ces créateurs de Allogene, et maintenant, les créateurs, ils sont partis sur un autre axe qu'ils trouvent plus prometteur, où ils voient plus de perspectives. Donc c'est pour ça que je fais confiance un peu plus à cette entreprise, parce qu'elle est déjà fondée par des personnes qui ont déjà réussi de trouver les médicaments dans un autre axe de recherche, des médicaments contre le cancer. D'ailleurs, je vous rappelle que le programme caritatif que j'ai lancé il y a quelques mois dans le cadre du projet Le Cash des Autres, donc elle est partie d'ailleurs dans une association pour la lutte contre le cancer. Donc ça, c'est tout récent, j'ai fait un post que je fais un versement de 500 € suite aux collectes d'argent que j'ai réussi de faire pendant cet programme Le
stockage des autres. Voilà, donc du coup, c'est tout à fait en ligne avec, on va dire, mes valeurs et les investissements que je suis en train de faire. Donc, Allogène Théraceutique, c'est une entreprise pour laquelle j'ai vendu les puts. Donc là, bienvenue au club des options. J'ai vendu les puts avant $. Donc là, maintenant, j'attends. Donc, cette valeur, elle est très volatile, encore une fois, je vous répète. Donc, et je pense que même déjà à partir de ces niveaux actuels, elle est assez intéressante à mettre dans le portefeuille. Bon, après, chacun décide, mais en tout cas, il faut se préparer à la volatilité extrême sur ce type de valeur. Parce que ça, c'est le stage clinique. C'est la catégorie D, donc ils n'ont pas encore de produit. Donc, vous croyez au projet, donc vous faites confiance à ces fondateurs, comme moi je le fais. Et donc, vous pariez sur la réussite de ce projet. Encore une fois, il faut très bien gérer les risques. Ne mettez jamais plus d'1% de votre portefeuille dans ce type de valeur parce que ça peut tout simplement disparaître. Donc, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Donc, moi, j'ai vendu les puts parce que moi, je bénéficie quelque part des volatilités accrues le lundi dernier. Donc, le lundi dernier, j'ai vendu plusieurs options put en profitant de cette vraiment survalorisation sur ces instruments optionnels. Et donc, je l'ai fait pour Allogène. D'ailleurs, juste pour information, pour ceux qui s'intéressent à ce que je fais globalement, j'ai vendu également les puts sur l'action française Atos. Donc là, je sais, c'est une SS2I que vous discutez souvent sur la chaîne Telegram. J'ai vendu Total également, j'ai vendu un put sur Total au strike de 32 €. Donc ça veut dire qu'à 32 €, j'achète Total, donc ça, je serais ravi de le faire. Et si jamais ça se passe pas comme ça, dans ce cas-là, je vais juste toucher de l'argent et ça va devenir mes revenus passifs à la fin de septembre, parce que j'ai vendu tous les puts que j'ai vendus expirent le 17 septembre. Donc du coup, pour 2 mois, j'ai fait cette opération à l'horizon de 2 mois. Et ensuite, je vais voir si, selon l'évolution du marché, je vais soit revendre les mêmes puts, soit je vais racheter directement cette valeur. Voilà, c'est une des idées Allogène Théraceutique. Donc, je ne veux pas évidemment rentrer en détail parce que sinon la vidéo va être interminable. Deuxième société de ce secteur, Atara, je l'ai acheté directement. Pourquoi je ne l'ai pas vendu les puts cette fois? Il y a des options, mais ces options sont très illiquides. Donc du coup, le prix qui était proposé par le marché pour les options ne m'a pas intéressé. Du coup, j'ai décidé d'acheter directement les actions. Mais on voit, si on regarde la courbe, en fait, ça ressemble un peu à la même chose que pour Allogène. Donc on voit que nous sommes au plus bas depuis pas mal de temps. Donc là, il y avait encore un niveau plus bas à 8 et quelques. Donc vous voyez que pour cette action-là, de descendre de 12 à 8, c'est vraiment pas grand-chose. En pourcentage, ça fait énorme, mais ça peut se produire et sans aucun problème. Donc là, je pourrais attendre que ça baisse encore plus bas, mais finalement, j'ai décidé de prendre tout de suite cette action dans mon portefeuille. Pourquoi je me suis intéressé à Atara? C'est tout simplement parce que, contrairement à Allogène, ils ont déjà un produit sur la troisième phase. Parce qu'ils ont déjà un produit sur une phase supérieure à Allogène. Donc, ils ont déjà un produit, si ma mémoire est bonne, sur la troisième phase, tandis que Allogène, ils sont vraiment au tout début. Donc, quelque part, je trouve que Allogène, c'est un peu plus risqué que Atara, même si les deux sont très, très risqués. Mais Allogène, en revanche, il était fondé par des personnes qui ont déjà réussi sur un autre créneau de recherche anti-cancer. Donc, voilà, ça, c'est quelques idées dans ce secteur. Pour ceux qui veulent être très défensifs, il y a d'autres sociétés dans les big pharma qui sont très orientées lutte contre le cancer. Donc, c'est Roche Holding, c'est mon cher Roche Holding que j'adore. Pour l'instant, je ne l'ai pas dans le portefeuille, mais parce que lors de passage de Saxo Bank vers Interactive Brokers, pour l'instant, je ne l'ai pas, mais je vais le reprendre à la première occasion. Ensuite, il y a Merck aussi, qui n'est pas cher. Le Merck, j'ai vendu les puts aussi sur Merck, mais les puts qui sont assez loin et qui sont bon marché. Donc, du coup, ce n'est pas spécialement une opération très intéressante. Mais ça, c'est vraiment une très belle exposition sur toutes les problématiques de lutte contre le cancer. Et Gilead, mais Gilead, c'est une entreprise que j'aime pas personnellement parce que à part ça, ils sont plus spécialisés sur le sida et ils ont acheté aussi pour la diversification visiblement le produit des fondateurs de Allogène. Et cette entreprise, elle est souvent dans les différentes histoires un peu louches de point de vue médiatique avec leur remdesivir contre Covid qui finalement n'est pas si efficace que ça. Donc, en gros, voilà. Donc là, je suis pas super confiant dans la société de Gilead. Je l'avais à un moment donné dans le portefeuille, mais après, je l'ai vendu. En tout cas, c'est pas la société que je recommanderais dans cette sélection pour avoir de l'exposition sur les recherches contre le cancer. Voilà, donc ça, c'est la première idée. Ensuite, encore une fois, je veux tout raconter aujourd'hui, ce que je me suis intéressé cette semaine sur les entreprises chinoises, évidemment. Beaucoup de personnes posent des questions. Pourquoi les entreprises chinoises baissent, en fait? Parce que là, c'est des équivalents
des grandes FANG des États-Unis. Baidu, par exemple, c'est Google chinois. Donc en plus, ça va être exactement le même projet. C'est du copier-coller du Google, mais en Chine, avec toutes les intelligences artificielles, les potentiels vraiment énormes. Mais le problème, pourquoi elles ont baissé, c'est tout simplement parce qu'il y avait un autre secteur de l'éducation, des cours particuliers en Chine. Je ne sais pas si j'aurai le temps pour vous expliquer tout ça, parce que j'ai regardé une émission assez intéressante qu'en Chine, culturellement, ils ont une... de point de vue social, en fait, il y a une énorme pression sur l'éducation des enfants. Donc après, ça c'est un truc purement chinois, donc c'est très bien finalement, mais parce que la population finalement elle est très éduquée, donc ceux qui gagnent souvent les concours internationaux sur les mathématiques, sur tout un tas de sciences, c'est souvent les Chinois d'ailleurs, donc parce que justement ils ont dès l'enfance, ils ont une énorme pression de point de vue de formation, point de vue intellectuel si vous voulez. Et donc les cours en particulier sont très développés, parce que si vous suivez juste un cursus standard de l'école, vous allez être derrière tout le monde, parce que chez eux, ils ont tendance de banaliser les cours en particulier pour que votre enfant soit le meilleur de tous les meilleurs. Donc voilà, donc il y a une espèce de cette compétition à l'élimination de point de vue social, on va dire, et de point de vue intellectuel, le développement intellectuel des enfants. Et les Chinois, ils ont glissé une idée comme quoi les sociétés privées qui étaient positionnées sur ce secteur d'éducation des enfants devraient être nationalisées. Il y a eu des sociétés qui ont chuté le vendredi de 70%, je ne sais plus le nom de la société parce que c'est un secteur qui ne m'intéressait pas spécialement, mais dans tous les cas, ça a répercuté sur les autres sociétés chinoises, y compris Baidu, y compris Alibaba, y compris JD.com, etc., etc. Et ça a ouvert évidemment les opportunités incroyables. Ce sont des sociétés pas chères, extrêmement rentables, tout à fait comparables à leurs homologues américaines. Ce que je fais, moi, quand je vais reconstruire mon portefeuille, ce sont des premières valeurs auxquelles je vais m'intéresser. Donc aujourd'hui, encore une fois, je veux tous ouvrir aujourd'hui, j'ai vendu le put sur Baidu. Par contre, faites énormément attention parce que les lots, c'est de 100 actions. Donc, si vous êtes exercé, vous allez être exercé par rapport à une somme très importante. Moi, j'ai vendu un put assez lointain, donc c'est à 145 $. Donc, Baidu, forcément, ça m'intéresse 145 $. Mais même en seul lot, ça c'est la position minimale que vous pouvez passer. Si jamais il passe en dessous et vous êtes exercé, dans ce cas-là, ça sera une position de 14 000 $ environ. Donc, faites beaucoup attention si vous voulez utiliser ces instruments pour s'exposer sur les valeurs chinoises. Voilà, JD.com, c'est un concurrent de Alibaba, qui est d'ailleurs plus proche au parti chinois, donc probablement quelque part un peu moins risqué. Bon, c'est difficile à dire parce que toujours il y a un risque dans les actions chinoises, parce que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est loin de s'arrêter après le départ de Donald Trump. Elle est même devenue encore plus dangereuse à mon avis. Et ça, effectivement, ça pèse sur ces actions. Bon, en tout cas, si ça dépend quelle est votre visibilité. C'est un débat plus géopolitique qui est un petit peu en dehors on va dire, de la chaîne moyenne de cash. Si vous croyez que cette guerre commerciale dérape et évidemment ça va impacter les investisseurs occidentaux, dans ce cas-là, il faudra peut-être éviter d'investir dans ces valeurs. Ou sinon, vous pouvez investir dans ces valeurs sur le marché à Hong Kong si votre broker vous donne l'accès à des frais évidemment raisonnables. Mais objectivement, ça reste des investissements tout simplement excellents, parce que bon, vous achetez Amazon, vous achetez Google pour pas cher et sur un marché qui est probablement encore plus important que celui des États-Unis. Voilà, donc je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Donc merci d'être présent, merci de passer ce temps avec moi, j'espère que ça a été utile. Donc j'essaie de changer le format pour que ce soit le plus adapté, pour que notre café de dimanche devienne le plus intéressant. N'oubliez pas, s'il vous plaît, un like, pour moi c'est super important. Partagez cette vidéo à vos amis, rejoignez les Telegram. Je vous rappelle également que l'Option Invest est toujours ouvert, donc si vous êtes intéressé aux investissements avec des options, dans ce cas-là, je vous invite à rejoindre ce club. Je vous souhaite le meilleur, passez le bon dimanche, à très bientôt sur la chaîne Mind the Cash, bye bye.